En Italie. Quelques années avant la Première Guerre mondiale, l'Italie s'est mise à produire à la chaîne un genre de film qui allait apporter une véritable valeur ajoutée à l'expérience cinématographique, le péplum, véritable film à grand spectacle caractérisé par l'ampleur de ses décors. Parmi ces films, on peut découvrir Les Derniers jours de Pompéi dès 1908 ou encore Quo Vadis en 1913, films qui feront l'objet de nombreux remakes toujours plus ambitieux. C'est en 1914, dans les studios de cinéma à Turin, alors principal site de production cinématographique bien avant Cinecittà, que Cabiria voit le jour. Réalisé par Giovanni Pastrone et basé sur le roman Carthage en flammes d'Emilio Salgari, cette superproduction raconte la triste histoire de la petite Cabiria, rescapée de l'éruption de l'Etna en Sicile et qui est enlevée par des pirates avant d'être vendue comme esclave à Carthage. Elle est rachetée par le grand prêtre Cartalo qui veut la sacrifier au dieu Moloch. Il est à noter que la scène impressionnante du sacrifice de 100 enfants au temple de Moloch inspirera Fritz Lang pour son Metropolis en 1926. Grâce à l'intervention du Romain Fulvius et de Maciste, son esclave à la musculature imposante, Cabiria est sauvé du temple. Le géant musclé interprété par Bartolomeo Pagano deviendra un personnage standard du film d'aventure italien, un genre de super-héros avant l'heure. Pagano interprétera l'esclave Maciste à 27 reprises pendant plus de 12 ans à travers des films tels que Maciste chasseur alpin en 1916, Maciste amoureux en 1919, Maciste aux enfers en 1925 ou encore Maciste dans la cage au lion en 1926. Pour ce film, Pastrone, ingénieur de formation, invente la Dolly, un chariot qui lui permet la réalisation de longs travelling. Cabiria serait aussi le premier film dans lequel on aurait utilisé consciemment l'éclairage artificiel à l'aide de réflecteurs pour créer des effets. D'une longueur initiale de 3 heures, Cabiria est un véritable enchantement visuel. Le film a su impressionner avec ses édifices superbes, ses foules immenses, ses belles princesses, ses rois tout-puissants, ses prêtres cruels, ses esclaves fidèles et ses descriptions de bataille. Le film recevra en conséquence un accueil enthousiaste dans le monde entier. Représentant un jalon dans l'évolution de la cinématographie, Cabiria inspirera fortement David Wark Griffiths lorsqu'il tournera Intolérance 2 ans plus tard, en 1916. Aux États-Unis. En février 1914 sort sur les écrans l'adaptation d'une pièce à succès de 1905 écrite par Edwin Milton Royle, The Squawman, le mari de l'Indienne. Un western qui, s'il ne restera pas dans les annales pour ses qualités cinématographiques, marquera tout de même l'histoire du cinéma pour 3 raisons. D'abord parce que c'est la première réalisation de Cecil B. DeMille. La production du film est lancée en 1913 par son associé Jesse L. Lasky, qui vient de fonder la Jesse L. Lasky Feature Play Company. DeMille, acteur et dramaturge au théâtre depuis 10 ans, n'a alors pour seule expérience cinématographique qu'une formation d'une journée au sein du studio d'Edison, où il a pu observer un metteur en scène et son opérateur en train de tourner une scène. Du fait de cette inexpérience dans le cinéma, il collaborera avec Oscar Apfel, un réalisateur de New York qui fait des films depuis 1911. Ensuite, parce que c'est le premier long-métrage tourné à Hollywood. Le premier film ayant été tourné là-bas étant le court-métrage In All California de David Wark Griffiths en 1910. Enfin, parce que suite au franc succès du film, le film rapportant 10 fois plus que son coût de production, la Jesse L. Lasky Feature Play Company fusionnera avec la Famous Players d'Adolph Zukor pour devenir la Paramount Pictures. Cecil B. DeMille réalisera 2 autres adaptations de The Squawman. Un premier remake muet en 1918, version sortie en France sous le titre Un cœur en exil, et une version parlante en 1931, également connue sous le titre The White Man. Le 2 février 1914 sort au cinéma un court-métrage burlesque de 13 minutes réalisé par Henry Lerman pour le compte de la société de production Keystone, Making a Living, pour gagner sa vie. C'est le premier film où apparaît un certain Charles Spencer Chaplin, alias Charlie Chaplin. Né le 16 avril 1889 de parents artistes de music hall, il commence très tôt à se produire sur scène. Dès l'âge de 5 ans, il remplace au pied levé sa mère victime d'une extinction de voix en pleine représentation et chante devant un public conquis. À l'âge de 10 ans, il devient membre d'une troupe d'enfants danseurs et chanteurs, les 8 Lancashire Lads,
qui se produisent dans des music-halls britanniques et partagent souvent le haut de l'affiche avec les plus grands artistes du moment. Les tournées à travers les music-halls anglais et les petits boulots payés une misère rythment la vie du jeune Chaplin qui a quitté l'école depuis bien longtemps et qui se voit déjà comme étant le plus grand acteur du monde. Il obtient son premier rôle en 1903, à l'âge de 14 ans, en tant que vendeur de journaux dans la pièce Jim, A Romance of Cocaine de Harry A. Sainsbury. La performance comique de Chaplin est remarquée par les critiques. Sainsbury lui obtient ensuite le rôle du groom Billy dans la pièce Sherlock Holmes de Charles Frohman. Il fait sa dernière tournée de Sherlock Holmes au début de l'année 1906, après y avoir joué pendant plus de 2 ans et demi. Chaplin rejoint rapidement une autre compagnie et joue dans une comédie à sketch, Repairs, avec Sidney, son demi-frère de 4 ans son aîné. En mai 1906, il participe au spectacle pour enfants Casey's Circus et développe son jeu burlesque qui lui permet de devenir rapidement la star de la pièce. À la fin de la tournée en juillet 1907, le jeune homme de 18 ans est devenu un comédien accompli. En février 1908, Sidney fait entrer son frère dans la troupe comique de Fred Carnot, qu'il a lui-même intégré en 1906. Charlie y développe ses dons pour le mime en enchaînant les spectacles et tournées. Après des rôles secondaires où il éclipse littéralement ses partenaires, Chaplin accède aux rôles principaux en 1909 et il est l'acteur principal de la nouvelle comédie Jimmy the Fearless en avril 1910. En octobre 1910, Carnot le choisit pour participer avec une partie de sa troupe à une tournée en Amérique du Nord qui dure 21 mois. De retour en Grande-Bretagne en juin 1912, il repart pour une deuxième tournée en octobre de cette même année. Parmi les comédiens qui l'accompagnent se trouve un certain Stanley Jefferson qui connaîtra lui aussi la gloire quelques années plus tard sous le nom de Stan Laurel. Alors qu'il en est au 6e mois de sa tournée américaine, Chaplin est contacté par un avocat new-yorkais qui représente la Keystone Film Company, dirigée par Mack Sennett, pour lui proposer un contrat. La Keystone Film Company est un studio fondé en 1912, tourné vers la comédie burlesque et dont Roscoe Fatty Arbuckle est une des figures les plus populaires. La Keystone est surtout connue alors pour ses Keystone Cops, des policiers incompétents dont la présence est prétexte à des poursuites endiablées à base de gifles et de coups de bâton. Chaplin n'a que peu d'estime pour les comédies de la Keystone, mais apprécie la perspective d'une nouvelle carrière. Il signe en septembre 1913 un contrat d'1 an avec un salaire hebdomadaire de $150 et arrive dans les studios de Los Angeles au début du mois de décembre. En janvier 1914, Chaplin s'apprête à tourner dans son premier film, Making a Living, qui sortira le 2 février. Il y joue une sorte de dandy en redingote étriquée, chapeau haut de forme et grande moustache tombante. Si le film n'est pas une franche réussite, la critique remarque déjà dans ce nouvel acteur un comique de premier ordre. Quelques jours plus tard, Chaplin entre en studio pour y tourner son second film, Mabel's Strange Predicament. Pour son personnage, il n'avait pas la moindre idée du type de maquillage qu'il devait appliquer. Il n'avait pas aimé sa tenue dans son premier film. En se rendant à l'atelier de costume, il pensait s'habiller avec un pantalon large, de grosses chaussures, une canne et un chapeau melon. Il voulait que tout soit contradictoire. Le pantalon trop large et la veste serrée, le petit chapeau et les chaussures trop grandes. Il n'avait pas décidé s'il devait paraître vieux ou jeune. Mais en se souvenant que Sennett s'attendait à rencontrer un homme nettement plus âgé, il ajouta une moustache qui, le pensait-il, lui donnerait quelques années de plus sans masquer son expression. Il n'avait alors aucune idée du résultat, mais aussitôt habillé et maquillé, il commença à ressentir le personnage du vagabond. Il l'apprivoisa le temps d'arriver sur le plateau. Charlot était né. Ce n'est pourtant pas dans ce film que le public découvrira ce nouveau personnage. En plein tournage du film, un événement local donne l'opportunité à Mack Sennett de tourner un autre film à moindre coût. Il s'agit de la Push Mobile Parade, une course de voiturettes pour enfants. Sennett envoya donc une équipe de tournage sur place et Chaplin improvisa en jouant ce drôle de personnage qui se plante devant la caméra et qui rend le caméraman fou. Ce film d'une demi-bobine permet d'observer les premières réactions du public face au personnage de Charlot. Les spectateurs qui n'étaient pas là pour le film mais bien pour la course de voiture semblent tout d'abord perplexes vis-à-vis du comportement et des pitreries de Charlot. Puis, au fur et à mesure du film, cette perplexité se change en amusement et en rire. Ce film, intitulé Kid Auto Races at Venice, California, sortira 2 jours avant l'étrange aventure de Mabel, également connu sous le titre Charlot à l'hôtel. Il constitue un document exceptionnel car nous assistons à la première fois qu'un public découvre Charlot. Chaplin adopte rapidement ce personnage et fait des suggestions pour améliorer les films souvent bâclés dans lesquels il apparaît, mais elles sont rejetées par les réalisateurs. Chaplin détestait les réalisateurs de ses premiers films qui n'avaient ni expérience ni réel talent. Quand eux recherchaient la vitesse, lui voulait prendre son temps. Durant le tournage de son 10e film, Mabel au volant, une altercation avec la réalisatrice Mabel Normand entraîne presque la résiliation de son contrat.
mais le petit vagabond étant devenu la silhouette favorite du studio et le public en redemandant à chaque séance, Sennett le conserva après avoir reçu des commandes pour de nouveaux films. Ni Sennett, ni les patrons de la Keystone, ni Chaplin lui-même n'avaient prévu un tel succès. C'est donc 4 mois à peine après son arrivée au studio que Chaplin est autorisé à réaliser son film suivant, non sans avoir promis de payer 1 500 $ s'il ne rencontrait pas de succès. Il s'essaie donc à la réalisation, assisté de Joseph Maderne pour le film 20 Minutes of Love, qui sort sur les écrans le 20 avril 1914. Pas vraiment adepte de la comédie à la Sennett, il se pliera tout de même à son style, conscient qu'il est là pour apprendre le métier. Il s'intéresse essentiellement à l'aspect technique et concentre son attention sur le matériel et les caméras pour voir jusqu'où il peut les utiliser en vue d'améliorer ses films. Cough in the Rain est le premier film que Chaplin réalise seul. Sorti le 4 mai 1914, il connaît un grand succès. Dès lors, il réalise environ un film par semaine, période qu'il qualifiera plus tard comme étant la plus excitante de sa carrière. En septembre 1914, Chaplin tourne Dough and Dynamite. Pour ce film d'une longueur de 2 bobines et tourné en 9 jours, Chaplin s'affranchit du style Sennett et construit le film comme il l'entend. Le succès sera retentissant. Cette superproduction au coût de 1 800 $ en rapportera 130 000 pour sa seule première saison d'exploitation, du jamais vu pour un court-métrage. Au total, durant cette année 1914, Chaplin aura tourné pour Mack Sennett dans pas moins de 36 films, dont 5 co-réalisés et 20 où il est l'unique réalisateur. Les films qu'il a réalisés chez Keystone sont passionnants car ce sont des films d'apprentissage. Chaplin y a non seulement découvert le milieu du cinéma, mais également son personnage de vagabond qui fera de lui l'acteur comique le plus populaire au monde.